Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Tout d'abord, je vais me présenter puisque on va essayer d'animer un petit webinaire qui va porter sur les déchets dangereux, un sujet qui est d'actualité et un sujet qui intéresse beaucoup de sociétés, un sujet pour lequel nous sommes spécialisés depuis maintenant 5 années. Et force est de constater qu'on est encore en train d'essayer de promouvoir cette gestion des déchets industriels dangereux. Alors pour ma part, je suis John Milo, je suis le PDG et fondateur du groupe Electrocyclage, dont fait partie la société DID Recyclage dédiée aux déchets dangereux depuis 5 années. Donc, je suis accompagné pour ce webinaire de Inès, directrice marketing. Un petit coucou Inès. Bonjour. Voilà. Et de Montassar, qui est responsable QHSE pour le groupe en Tunisie. Bonjour. Voilà. Donc, on aura la possibilité de répondre plus techniquement sur des sujets HSE avec Montassar. Et puis moi, je vais tenter de faire un petit film, une petite histoire qui concerne en fait les déchets depuis chez vous jusqu'à l'élimination, comment ça se passe. Le sujet intéresse puisqu'on a eu plusieurs questions autour de tout cela. Donc, on va avancer sur ce programme. On va afficher en même temps que je vais vous parler, on va afficher le déroulé que vous avez déjà reçu par mail pour chacun d'entre vous. J'espère que la connexion a été bonne pour les emails pour que vous receviez. Et donc, on va pouvoir démarrer ensemble. Juste, je voudrais qu'on revienne sur la vision de l'ensemble pour être sûr que tout le monde a bien reçu les emails et on peut démarrer avec le fil conducteur ensemble. OK. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par un sujet qui est tout à fait simple, mais qui est ô combien important, c'est le cadre général des déchets dangereux et surtout de la définition. À plusieurs reprises, on est amené à recevoir cette demande. Pourquoi on peut parler de déchets dangereux? Donc, c'est personne d'autre, en tout cas pas nous qui décidons cela. C'est donc selon la Convention de Bâle, signée par les États membres en 89, que l'ensemble des partenaires et acteurs de ce traité ont pu classifier l'ensemble des déchets dits dangereux. Alors, ces déchets sont définis dans une liste partagée par l'État tunisien comme tous les autres membres de la Convention. On a mis un petit lien qui vous permettra de suivre cette liste totale des déchets. Alors, la plupart d'entre vous êtes des industriels, donc on va plutôt parler de déchets industriels et concentrer sur cela. On a pris un exemple parmi tant d'autres sur les déchets de peinture et vernis contenant des solvants non halogénés. Ces produits ont été définis comme un déchet dangereux avec l'article 102 et toute une multitude de déchets. Donc, selon vos activités et selon votre secteur industriel, vous pourrez à travers ce lien retrouver l'ensemble des produits que vous consommez, qui deviennent des déchets et donc les déchets dangereux qui en découlent. Alors, on va poursuivre donc en souhaitant la bienvenue aux arrivants qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, après avoir fixé ce cadre général, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment identifier un déchet dangereux. Et la première des cases, c'est la fiche de sécurité. Il faut savoir que lorsque vous achetez un produit à son état initial, c'est-à-dire lorsqu'il est à son statut produit avant de devenir déchet, il est fourni avec une fiche de sécurité. Et cette fiche de sécurité détermine un certain nombre de paramètres. Il y a 16 rubriques dans une fiche de données sécurité, dont un des paramètres, c'est la rubrique 2. La rubrique 2 qui définit la dangerosité du produit par rapport à l'environnement. L'environnement, donc faune, flore, sol, air. Tout produit a sa FDS. Et toute FDS traite de ce sujet de la dangerosité du produit. Donc, c'est le premier pas à faire pour identifier ces déchets dangereux au sein de vos industries. Oui, on peut rajouter que lorsqu'il s'agit d'un cas complexe qui est composé de plusieurs produits, que la FDS d'un produit n'est pas suffisante pour déterminer si le produit en lui-même est dangereux ou non, à ce moment-là, il y a une analyse qui doit être faite par des laboratoires compétents pour pouvoir déterminer s'il est dangereux ou non dangereux. Ça représente assez peu en pourcentage, puisque la plupart
puisque 90% des produits sont avec des FDS sont très clairs. Donc, une fois qu'on a bien analysé cette FDS, qu'on a donc déterminé si le produit est dangereux ou non, on peut classer comme tel, on en arrive après sur le cadre réglementaire. Alors, la Tunisie, comme tous les pays qui ont participé et signé à la Convention de Bâle, suit un même protocole qui est que le producteur est tenu d'éliminer ses déchets dangereux, bien sûr, avec selon la loi tunisienne. La loi tunisienne est référencée sur la 96-41, qui a été revisitée d'ailleurs en 2001 et qui avait été conçue en 96. Donc, cette loi tunisienne, elle suit un traité international, donc elle reprend le sujet essentiel au sein de l'article 4, puisque toute personne dans l'activité produit des déchets et qui en détient doit les traiter pour le respect de l'environnement. Je vous laisse le soin de lire la phrase dans son complet. La loi 96-41, elle fixe les règles pour bien gérer les déchets dangereux. Elle fixe aussi les sanctions. Alors juste, je voudrais que vous ayez à l'idée que les articles 46, 48, 50 de cette loi punit d'une peine de prison allant de 1 an à 5 ans et de 100 000 à 500 000 dinars pour certaines activités frauduleuses, on va dire. Donc, le cadre, il est posé, mais aussi les sanctions existent. Donc, juste pour qu'on ait tout ça à l'esprit. Alors, dans la question, comment gérer les déchets dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer les déchets dangereux? Le prime abord, c'est d'avoir une certitude que votre produit va suivre une élimination finale. Pour ce faire, chacun doit faire appel à un prestataire agréé, validé par le ministère de l'Environnement tunisien. Et cette société ou ce prestataire va être chargé de l'enlèvement des déchets jusqu'à leur incinération. On parle d'incinération comme étant une destruction parce que dans la plupart des cas des dossiers industriels que nous traitons, il n'y a pas d'autre exutoire que l'élimination par incinération. Il est évident qu'à travers toute cette démarche, la traçabilité du bon process est un élément prédominant. On en reparlera dans les diapos suivantes. Là, on va aborder maintenant un sujet qui est très important, qui est comment gérer les déchets dangereux avec la définition et l'organisation de la zone déchets avant collecte. Parce que vous êtes tous des industriels, pour la plupart, et donc vous avez des produits qui deviennent des déchets dangereux. Et avant de les stocker, il faut aussi avoir quelques connaissances et quelques notions sur les possibilités de classification des déchets et surtout aussi de miscibilité des produits avec les pictogrammes de danger. Donc, je vais laisser la parole à Montassar qui va vous faire un petit speech sur la partie pictogramme et sur la partie également compatibilité. Voilà, merci, le terme est beaucoup plus ajusté. Et la compatibilité des produits entre eux. Voilà, je reprendrai la parole dans quelques minutes après. Salut tout le monde. نحكيو على ال FDS. La fameuse FDS. Ben. Pardon? Ok. Ben. Donc, l'FDS, مجموعة بتاع 16 rubriques composées de 16 rubriques فيها les pictogrammes, l'identification بتاع الدونجي. Donc, أنا باش نعرف الديشي بتاعي dangereux ولا c'est من FDS. Donc, نلقى rubrique كاملة اسمها identification des dangers. Rubrique numéro 2. Et même la rubrique numéro 3 اللي فيها البروبريتي شيميك تاع الماتير بتاعي ولا البرودوي بتاعي. دونك منها هي باش نخرج نلقى روحي اللي انا عندي ديشي دونجورو. سي بون عرفتوا ان انا ديشي دونجورو. سي بيان قلت لي صحه سي بون اموري واضحه. اي ومن بعد في الجيستيون تاعو شنو باش نعمل؟ Il faut trouver des bureaux agréés, des sociétés pour reprendre ce déchet qui sont agréés. Avant, avant. Ah ben, il faut les stocker dans un endroit bien spécifique par rapport aux critères qu'il a. Très bien, très bien. Ben, les règles de stockage. Les règles de stockage. Oui.
Par exemple, pour le produit flammable, donc il faut les mettre dans des armoires coupe-feu, par exemple. Ok. Hein? Et si on Très parle bien. de matière Madame première, Branda. on parle... Madame Randa, très bien. Classification et stockage selon le diagramme de compatibilité ou la grille de compatibilité des déchets, des produits. OK? ici لهنا نحكيو على ماتير بروميير نحكيو ديشي نحكيو على ستوكاج دون دي كازي كوبو واحد شيء. باهي يعطيك الصحة بالسؤال. باهي احنا شنو قلنا؟ الايدونتيفيكاسيون تاع الديشي بتاعنا. منين عرفنا احنا الاف دي اس؟ دونك من الماتير بريمير هكا ولا؟ باهي انا عرفت اللي الديشي بتاعي مثال عندي ما نعرفش الماتير بريمير بتاعي انفلامابل. دونك الديشي بتاعي باش يكون؟ انفلامابل. اي بيان. وعندي ان اوتر ديشي بي اللي هو مثال كومبيرون. دونك الديشي بتاعو باش يكون كومبيرون صح ولا؟ دونك انا في الستوكاج باش نحطهم مع بعضهم اذا هما ماتير ما حطيتهمش مع بعضهم. دونك في الديشي مانيش نحطهم مع بعضهم. دونك البيكتوغرام هما ايدونتيفيكاسيون تاع الماتير بريمير وزاد الايدونتيفيكاسيون تاع الديشي بتاعنا. بيان سور اي. دونك عندنا جري دو كومباتيبيليتي تاع ستوكاج تاع الديشي. لوجيك اي. لوجيك ولا؟ اي لوجيك. احنا سبقنا من الاول صحيح لي جري دو ستوكاج اما قبلها ديجا الزون حد ذاتها الزون دو ستوكاج بتاعي اللي هي عندي زون تاع ديشي دونجورو لازم تكون ابريتي. لازم اذا عندي دي ديشي ليكيد لازم يكون عندي دي باك دو ريتونسيون صح ولا؟ في اي حاجه ميم حتى في نحكيو على البارتي باك دو سوتوليو باك دو ريتونسيون سوتوليو الناس كلها عندنا منهم نورمالمون في الاندستريال هكا ولا؟ وي. ديجا نحطوا الباك سوتوليو ونحطوا معاه لي باك دو ريتونسيون هكا ولا؟ دونك هنا عندنا لي كونديسيون دو ستوكاج تاع ديشي دونجورو هي زون دو ستوكاج حددها وميم الكومباتيبيليتي les grilles de compatibilité on doit respecter la grille de compatibilité de stockage صح ولا؟ صح لوجيك. دونك هذه الجري دو كومباتيبيليتي الناس كلها تعرفها. بون محطوطين كلاسيفيكاسيون لونسيان كلاسيفيكاسيون افيك la nouvelle classification CPR نحكي على لي بيكتوغرام لي نوفو بيكتوغرام. دونك ثم عباد تعرف لونسيان بيكتوغرام صح ولا معايا يا جماعه؟ اي نعم. وي معاك. دونك لهنا في البارتي ستوكاج دي ديشي دونجورو on doit respecter la grille de compatibilité des déchets. علاش؟ سؤال علاش؟ Pour éviter les interréactions et les non maîtrisées qui peuvent causer des dégâts في الكروازمون تاع لي بيكتوغرام entre les dégâts. Très bien, très bien. Donc, je n'ai les risques d'exposition à la santé humaine ou à l'environnement. Et à l'environnement. Oui. Très bien. زاد ثم أهم ريسك نحكيو عليه الناس كلها في الاندستريال اللي هو شنو هي؟ وأخيب ريسك. L'incendie. Très bien, l'incendie ou l'explosion ou même l'explosion. حاجة أخرى اللي هو يقول عليها الكادر الأساس اللي احنا نكونوا كونفورم للي تكست ريغلومونتير اللي عندنا. Donc c'est une conformité qui منطبق c'est une non conformité majeure en termes réglementaires ou même حتى en termes si on cherche la certification pour l'ISO 14001 ou donc c'est une non conformité. Donc le respect du stockage des déchets dangereux c'est une exigence réglementaire. Donc خلاف حتى exigence réglementaire c'est partie humaine et partie environnement pour protéger l'être humain et l'environnement, minimiser le risque d'incendie et d'explosion. Me revoilà. Merci à Montassar pour la partie pictogramme et compatibilité. Alors, si c'est possible pour vous de désactiver vos micros, parce que lorsqu'on devient nombreux, là, je crois qu'on est 22, 28 sur la réunion, si c'est possible pour vous de désactiver vos micros et de les réactiver lorsque vous aurez une question à poser, ça nous permettra d'avoir une ambiance générale plus sympa pour nos oreilles. Et puis aussi, vous pouvez poser vos questions par écrit. Et comme on les lit, on les reçoit en live et ça nous permet d'y répondre également en live. Voilà.
Alors, nous en étions sur la partie compatibilité entre les différents produits dangereux de la zone déchets. Une chose qui est importante, il est clair qu'on rencontre souvent dans le cadre de nos visites industrielles des produits qui sont parfois mal stockés à l'extérieur, sans bac de rétention. Donc, il est aussi nécessaire de rappeler que tout produit dangereux doit être stocké dans un endroit qui sera abrité, qui sera couvert, avec, s'agissant des liquides, un bac de rétention pour pouvoir contenir les liquides en cas de déversement. Un affichage qui sera également précautionneux et qui reprendra notamment les pictogrammes que nous venons d'évoquer. Ça paraît tout bête, mais on a quand même beaucoup d'efforts à faire pour mettre à niveau les zones déchets dans les différentes entreprises. Certaines ont déjà bien avancé sur cela et d'autres ont encore des améliorations à apporter sur ce point-là. Alors, c'est d'autant plus important qu'en cas de contrôle, les zones déchets sont le premier pas de contrôle. Donc, la mise à niveau des zones déchets est très importante dans la partie gestion des déchets dangereux. Il n'y a pas que la partie élimination, il y a aussi la partie stockage chez vous qui est très importante, que vous devez avoir bien en tête pour être en parfaite compatibilité avec la loi 96-41. Alors également, puisque on est encore sur la zone déchets là, dans notre cheminement de vie du déchet dangereux, il y a aussi un point qui est assez méconnu, pour certains du moins, c'est que chaque société doit avoir son registre de suivi des déchets dangereux que délivre l'ANGED. Et ce livret de déchets dangereux ressemble un petit peu à ça. J'imagine que vous avez pour la plupart l'information de ce qu'est ce document. Il est à remplir par chacune des sociétés pour les flux entrant dans la zone déchet. C'est bien ça, M. Montassin? C'est que tout déchet dangereux doit être, une fois qu'il est classifié en déchet dangereux, il doit être donc posé dans la zone déchet et il doit être répertorié sur ce registre des déchets. On a fait quelques petits exemples de zones déchets qui peuvent exister, qu'on a pu croiser. Voilà, bon, par exemple, sur la gauche, vous voyez, ça ressemble un petit peu chez Monsieur Tout-le-Monde, dans nos industries, je veux dire. On a des déchets qui sont des déchets liquides, des contenants ayant contenu des produits dangereux. Certains sont pleins avec des liquides à l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas de bac de rétention sur cette approche-là. Ça, c'est un point important. On doit avoir des bacs de rétention pour contenir les liquides. Donc, on doit également séparer les différents articles, ne pas les mélanger pour les raisons de compatibilité. Et là, voilà, à droite, une zone qui est beaucoup mieux gérée et beaucoup mieux organisée. Je prends une autre photo. Voilà, donc là, un déversement qui a eu lieu, hein, on est en présence d'acide chlorhydrique, donc un déversement qui a eu lieu, qui nécessitera une absorption avec un absorbant et ensuite un nettoyage, reconditionnement, puis filmage avec étiquetage et pictogramme pour pouvoir gérer l'export. Donc, voilà, deux situations que l'on trouve malheureusement assez régulièrement sur des zones déchets qui ne sont pas toujours mises à niveau. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre zone déchet qui est bien organisée, qui est bien aérée, qui est bien positionnée au niveau de la compatibilité, ensuite, on va pouvoir arriver sur l'étape de la collecte. Alors, comment préparer la collecte? Tout d'abord, chaque société qui possède des déchets dangereux doit établir une liste de colisage avec un parfait conditionnement. Ça paraît tout bête de le dire, mais ce n'est pas facile de conditionner des déchets dangereux et tout le monde n'est pas toujours au fait du déchet qui est contenu. Donc, il convient aussi de rappeler au sein de vos équipes HSE qu'en manipulant des déchets dangereux, ils doivent avoir plus de préoccupations que pour d'autres produits. Alors, le filmage est essentiel pour ne pas avoir un basculement dans le transport et un déversement. L'identification pictogramme et la palettisation rejoignent le même objectif, avec, pour la partie identification et pictogramme, la formation qui est très importante, puisque le camion qui va transporter ces produits
doit avoir connaissance, bien sûr, des produits transportés sur la liste de colisage, puisque de chaque côté du camion, on doit… Donc, on a donc l'identification et pictogramme pour pouvoir mettre les plaques signalétiques sur le camion en cas d'incendie dans le transport. Comme ça, les secours peuvent automatiquement savoir qu'est-ce qui est contenu dans le camion. D'où l'importance de la liste de colisage, d'où l'importance de l'étiquetage correct, puisque une parfaite information permet, en cas de problème, d'identifier tout de suite le contenu du camion et les actions à entreprendre en cas d'incendie, par exemple, ou déversement. Lorsque le transporteur va se présenter pour pouvoir collecter vos déchets, il faut savoir que le monde du transport des déchets dangereux est un monde très réglementé. On appelle ça les transports ADR, qui nécessite déjà que la société qui va faire le transport est dotée de cet agrément pour le transport de déchets dangereux, avec un chauffeur qui a un permis orange, ça veut dire qu'il a un permis qui a reçu une formation dédiée aux déchets dangereux, formation qui dure une semaine en général, qui permet d'appréhender l'ensemble des paramètres de transport et de la dangerosité des produits. Ça, c'est pour toute la partie transport. Et autour de ce transport, on a aussi la partie administrative qui est importante, puisque vous savez que chaque fois qu'on va collecter un déchet dangereux, vous allez être tenu d'établir un bordereau de suivi de déchets, le fameux BSD, qui doit être signé et rédigé par le producteur, puis signé par le transporteur et enfin signé par le collecteur. L'élément, tout d'abord, qui doit être connu par tout le monde, c'est qu'un bordereau de suivi de déchets est obligatoire dès lors qu'un déchet dangereux est sur la route, entre chez vous et un collecteur. Ce bordereau de suivi de déchets est à établir par le producteur du déchet selon la loi 96-41. C'est-à-dire que le producteur est tenu d'éliminer le déchet et d'en suivre toute la traçabilité jusqu'à son élimination. Le premier pas de la traçabilité concerne le bordereau de suivi de déchets entre chez vous, en Tunisie, et chez votre collecteur qui est en Tunisie également. Ce bordereau de suivi de déchets est obligatoire. La réglementation impose que ce soit un bordereau de suivi de déchets tunisien, comme on peut le voir sur la partie gauche de voilà, la partie gauche de notre présentation. Donc ça, c'est un bordereau de suivi de déchets tunisien, qui peut… alors, il a ses avantages, il a un petit peu ses inconvénients, c'est qu'on peut faire un groupage avec ces BSD. L'autre inconvénient, c'est qu'il n'est pas toujours disponible auprès de l'ANGEL. Bon nombre d'entre vous ont tenté de s'en munir et malheureusement, vous n'avez pas été en mesure de pouvoir vous en procurer par absence de l'ANGEL. Donc, en l'absence du bordereau de suivi de déchets dangereux tunisien, nous proposons un bordereau de suivi de déchets français qui est sous forme CERFA, bordereau qui fonctionne partout. Alors, il est clair que c'est très bien pour dépanner, mais si on veut vraiment être en règle avec la loi 96-41, on a besoin du BSD tunisien. Bon, il est absent, il n'est pas toujours disponible, donc on se débrouille avec ce BSD français qui recoupe l'ensemble des informations, avec la différence quand même qui est importante, c'est qu'un bordereau de suivi français fait un bordereau par produit, si je m'abuse. Alors qu'en Tunisie, on peut faire un bordereau pour plusieurs produits. Les deux pareils? D'accord, c'est la classe. De cette façon-là, on est toujours capable de proposer un bordereau de suivi de déchets pour accompagner votre produit. Ça, c'est sur la réception. Donc là, on est sur la partie transport. Avant de passer sur la partie réception, donc chez le collecteur, on va voir les questions qui étaient posées. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon, ma question, c'était donc lorsque nous Avant tout, quelle est la société, pardon? Marquardt. Très bien. Donc, la question, donc, si nous avons deux produits chimiques, dont chacun présente deux différents pictogrammes. J'ai pris l'exemple d'un produit. Donc, le premier produit peut présenter le pictogramme irritant et inflammable, et un deuxième qui peut présenter, par exemple, les pictogrammes corrosifs et nuisibles. Donc, comment on peut assurer la compatibilité de stockage selon la matrice qu'on sait bien. Donc, la matrice qu'on a, donc, elle prend l'exemple lorsque chaque produit présente un seul pictogramme. Déjà, au niveau de la grille de compatibilité, il y a la partie compatible, incompatible
est compatible sous conditions particulières. Oui. OK. Bon. Pour certains produits, il y a même des produits chimiques en 3 ou 4 pictogrammes de danger. Oui, c'est ça. Eh bien, bon. C'est la partie la plus fameuse et beaucoup plus de gens délicate. interrogent cette partie. Mhm. Il y a des grilles de compatibilité qu'on regroupe les risques, qu'on regroupe les dangers plutôt. Mhm. Bon, on laisse la partie inflammable et comburant, c'est la fameuse en termes d'incendie. Mhm. Okay? Donc, pour partie toxique ou irritant, on peut, sous des conditions particulières, on peut le stocker. En termes de déchets, je dis bien, Mhm. en termes de déchets, et pas en termes de produits ou de matières premières. Ça Des produits diffère. chimiques. Oui, un peu, oui. Oui, ça diffère un peu. Déjà, partie produits chimiques, il est stocké dans des armoires bien spécifiques avec d'aération mécanique et tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais pour les déchets dangereux, il y a à l'air libre, mais abrité avec des bacs de rétention, avec installation des bacs de rétention. OK? Donc, la partie risque à l'être, la partie danger, les dangers à l'être humain, à la santé humaine, Mhm. au niveau de stockage, au niveau de zone de stockage des déchets dangereux, est presque négligeable. L'atteinte à l'être humain est presque négligeable. Mhm. On en a deux. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, donc, donc il y a une priorité. La priorité, c'est pour les produits Inflammable inflammables, et comburants, comburant, oui, très bien. inflammables La et première comburants. oui, oui. Pardon, est-ce qu'il y a un texte de loi ou un référentiel qu'on peut utiliser dans ce cas? Bon, texte de loi 96, il dit qu'il faut respecter les règles de stockage. Il n'est pas dit il faut mettre ça avec ça et ça non avec ça. Non. C'est pourquoi on va adresser à la partie compatibilité. C'est pour ça qu'on adresse à la grille de compatibilité. Est-ce que c'est bien ça ou non? Si j'ai bien compris, la priorité, c'est pour les produits. Donc, on va tout d'abord s'intéresser aux produits inflammables et comburants. Après, Déchets, je dis bien déchets. déchets, oui, déchets. OK. Déchets. OK, Hein? merci. Hein? Il y a une autre question? Est-ce qu'on a d'autres questions, Inès? Non? OK. Alors, on va reprendre le suivi. Bonjour à M. Chaline qui nous a rejoint. Juste une question. Oui, je peux parler? Je peux Oui. parler? Oui. Alors, au sujet de stockage, compatibilité de stockage. Là, quand on veut transporter quand vous allez venir ici pour collecter les déchets dangereux, vous allez respecter les conditions de compatibilité de stockage dans le camion. Bien sûr. Comment vous allez garantir ça? C'est d'après la liste de colisage. La liste de colisage, respecter la grille de compatibilité. J'ai dit dans le stockage et au niveau du transport aussi. Comment? C'est à partir de liste de colisage que le producteur de déchets l'envoie au collecteur ou l'opérateur de l'opération de l'élimination. Donc, dans la partie, M. John va décrire la partie les importantes activités d'hydrocyclage. Le grille de transport, bien sûr, le grille est très important en termes de la santé et sécurité, à la sécurité humaine, à la santé humaine. Donc, comment j'explique?
on doit respecter la grille. Oui, grâce à les écolisages, on peut savoir comment, si on doit faire que le transport ou plus. Oui, c'est ça. OK. Bonjour, si vous permettez une petite intervention. Donc, c'est Mariam Daoudi de l'entreprise Cofat, de groupe Lumi. Un plaisir de vous retrouver encore une fois, Monsieur Milou. Le plaisir à partager. Merci. Merci beaucoup. Donc, juste une réponse par rapport à Madame Boursi, par rapport à la compatibilité. Ici, nous avons 2 ou 3 pictogrammes. Donc, j'étais à Bruxelles et puis Bruxelles Environnement a mis un document qui a mené une classification des risques, donc des dangers plutôt. Donc, nous avons 3 types des dangers. Donc, danger physique, danger pour la santé et danger pour l'environnement. Par défaut, tous les produits chimiques ou bien tous les déchets qui dérivent des produits chimiques sont irritants, qui présentent des dangers pour la santé. Donc, ce qui est important, c'est de se concentrer sur les dangers physiques, c'est-à-dire inflammables, explosifs, extrêmement inflammables, et de respecter la compatibilité entre ces pictogrammes-là. Mais pour les autres, par défaut, tout produit chimique, c'est un produit irritant, c'est un produit corrosif. Après certaines transformations, surtout qu'ici on parle pas de produit, c'est un déchet, donc périmé et qui a subi plusieurs transformations, etc. La chose très importante qu'il fallait souligner à deux traits, ce sont les conditions de stockage. Donc, un local de stockage des produits, des déchets, dangereux, doit être vraiment conforme à une température adéquate, bien sûr, à tout type de déchets, à une aération hausse et basse, donc les 2 types d'aération. Pourquoi pas mener notre local par un détecteur de fumée pour détecter les débuts, le déclenchement des petits incendies, et bien sûr, les gens par le central de détection automatique. Donc, c'est ça le plus important, ce sont les conditions de stockage. On peut vraiment stocker tout ce qu'on veut. Pardon ? Non, je disais merci pour ces précisions. Et je crois savoir aussi que lorsque une société comme la vôtre ou d'autres industries qui nous ont rejoints, on est maintenant à 34, on a une étude de danger qui doit permettre justement la définition convenable de la zone de stockage de déchets dangereux et qui permet justement l'ensemble de tout ce que vous venez de dire qui soit respecté pour que chaque déchet dangereux soit le moins nuisible possible pour l'homme. Exact, oui, tout à fait. Merci pour la précision, en tout cas, c'était nécessaire. Merci à vous. Une autre question? Bonjour. Oui. Oui, c'est Mohamed Amin Jelili, donc consultant en environnement. Je travaille beaucoup avec les industriels et donc on se retrouve certaines fois dans des conditions où il faut trouver une solution. Généralement, c'est les solutions pour trouver pour gérer les déchets dangereux, c'est l'export, principalement actuellement en Tunisie. Donc, une des problématiques qu'on rencontre, c'est la gestion des boues en fait produites au niveau des stations d'épuration et qui comprennent donc qui ont des métaux lourds. Donc, selon la réglementation tunisienne, le décret 2000, donc c'est des déchets dangereux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, certaines fois, il y a des quantités énormes de boue. Donc, on se demande est-ce que vous intervenez dans ce genre de déchets et qu'est-ce que vous faites voilà. D'accord. Quelle serait votre intervention? Alors, on va suivre le fil de notre présentation et vous allez voir ce que nous faisons avec les déchets dangereux. En ce qui nous concerne, on ne fait aucun traitement, on ne fait que de l'exportation pour de l'incinération chez notre partenaire français. Pour les boues, s'agissant de boues et selon la constitution des boues, il peut y avoir dans certains cas des solutions en Tunisie pour un traitement avec une stabilisation avec de la chaux qui permettrait de neutraliser les boues pour en faire un déchet ultime. Ça, c'est au cas par cas que ces produits peuvent être neutralisés en Tunisie. Mais il y a des solutions qui existent. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond en partie à mes questions, mais est-ce que vous, en tant que guide recyclage, vous intervenez dans ce genre de… C'est-à-dire pour le traitement de stabilisation à la chaux, par exemple? Ou vous faites seulement l'export?
Non, non, nous, on ne fait aucun traitement. Absolument aucun traitement. traitement. Nous, c'est stockage, exportation. Stockage, ok. Stockage, export. Voilà. Merci. D'accord. Je vous en prie. Alors, on va reprendre le fil. OK, pour les batteries lithium de voiture, on va voir après. Alors, on reprend le fil. Donc, on était sur la zone déchets qui a été donc prédéfinie. Ensuite, on a été sur la partie transport. Hein, donc, on s'est assuré de la compatibilité, on s'est assuré de l'étiquetage, on s'est assuré de la liste de colisage de vos produits. Et là, maintenant, on arrive sur la partie réception au sein des locaux du collecteur. Donc, tout d'abord, lorsque le produit arrive avec le camion, il y a un déchargement. Le déchargement se fait avec une analyse quantitative et qualitative. Donc, on va bien vérifier que la liste de colisage correspond exactement à la réception, tant en termes de quantité qu'en termes de produits contenus. Ce qui est important aussi de savoir, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'exigences pour vous, ces listes de colisage, mais elles sont nécessaires parce qu'elles permettent, par exemple, à nos équipes d'être bien avec les EPI nécessaires en fonction de la liste de colisage. Si on transporte de l'acide chlorhydrique, on n'aura peut-être pas les mêmes EPI que si on est sur un chiffon souillé, par exemple, vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau des FPP3, au niveau des masques, par exemple, au niveau des gants également, au niveau également des vêtements. On va avoir des vêtements adaptés en fonction de chaque produit. D'où l'importance de la liste de colisage, d'où l'importance de l'étiquetage. Je rappelle qu'au sein de nos équipes, en tout cas, je veille vraiment à la sécurité de nos personnes. Il m'arrive parfois de me mettre en colère quand les listes de colisage ne sont pas conformes, parce que pour moi, c'est très grave. Heureusement, on n'a jamais eu de pépin, mais je pense que la vigilance de vous et de nous permet qu'on ait, et chez vous et chez nous, jamais de pépin à déplorer. Ceci posé, lorsque vos produits sont donc validés et conformes à ce qui était prévu, donc nous, on organise à ce moment le stockage. Le stockage se fait selon deux organisations. Une organisation pour les déchets liquides, où là, on est stocké en rack. Donc, on est racké avec des bacs de rétention qui permettent de récupérer en cas de déversement, selon les règles appropriées qui sont déjà définies également. Ensuite, pour les déchets solides, l'objectif que nous aurons, c'est d'optimiser le volume pour pouvoir faire un export qui va optimiser le rapport poids-volume. Si vous avez des bidons vides qui ont contenu, par exemple, des solvants, le bidon étant vide, étant sec, on va le déchiqueter, on va le broyer pour réduire son volume. Notre partenaire, quand il va accueillir le produit, fera une incinération de ce produit de la même façon que s'il était non broyé ou s'il était entier, en fait. Donc ça ne change rien au niveau de l'élimination. Simplement, ça, c'est une étape importante qui permet d'optimiser les coûts de transport, puisque c'est un réel problème, puisqu'on a la Méditerranée à traverser, il n'y a pas beaucoup de place sur les bateaux lorsque nous allons exporter, et donc le volume est très important avec le poids. Alors, on a des petites… là, ce n'est pas de la transformation, c'est juste en fait de la massification, donc pour des contenants vides. Alors, c'est des seaux, on va les écraser, des bidons en plastique, on va les broyer, des chiffons, on va les presser, les mettre en balle pour optimiser le poids-volume, sachant que l'ensemble sera conduit de la même façon vers l'incinération. Alors maintenant, lorsqu'on va pouvoir préparer, on a préparé tous les produits, on les a massifiés, on les a travaillés, ils sont prêts à l'export. La première étape dans l'export, c'est celle qui est la plus lourde, on va dire, c'est de faire la notification entre le pays émetteur et le pays récepteur. Qu'est-ce qu'une notification? Savoir, selon le traité de Bâle, lorsqu'un déchet dangereux va naviguer ou voyager entre deux pays signataires du traité, en fait, le notifiant, c'est-à-dire le pays qui émet le déchet, doit suivre une procédure qui est très bien organisée d'ailleurs, qui est un petit peu lourde, et le pays récepteur, en l'occurrence dans notre cas c'est la France, doit également répondre à cette notification. Donc c'est tout un ensemble de documents qui est très poussé jusqu'au plan de chargement, le plan de route, la détermination de chaque transporteur, de chaque intervenant dans toute la chaîne de transport, depuis l'usine tunisienne jusqu'à l'usine située en France. Le moindre kilomètre doit être tracé. Les intervenants doivent être tracés également avec toutes leurs assurances, avec parfois même les informations qui concernent par exemple les chauffeurs. On a vraiment quelque chose de très poussé pour limiter le risque à son maximum.
Donc ça, c'est la notification, c'est celle qui prend, en général, ça nous prend 3-4 mois. Donc on fait des notifications assez globales. Il faut savoir également que dans ce cadre de notification, on doit fournir les contrats qui nous lient avec les propriétaires du déchet, les producteurs du déchet. Nous ne sommes qu'un collecteur, vous êtes les propriétaires, les producteurs. Donc, on doit fournir à la France, dans le cadre de cette notification, l'information des contrats qui nous lient avec vous, qui permettront de tracer le produit. Cette notification étant faite, on va également avoir un point qui prend du temps également. Savoir que c'est vrai que c'est un peu lourd tout ça, mais c'est nécessaire et c'est comme ça qu'on va pouvoir respecter au mieux la loi. Une fois qu'on a fait cette notification, on nous demande une caution bancaire. Alors, vous devez le savoir, parce que c'est un point qui est très important et très lourd. Une caution bancaire, pourquoi faire? Lorsque notre conteneur va arriver à Marseille et que notre conteneur va être chargé de déchets dangereux pour 24 tonnes, si tant est qu'un jour, notre partenaire ne puisse pas récupérer le conteneur pour X ou Y raison, la France prend la caution qui sera donc dans une banque française pour pouvoir prendre le conteneur et le détruire chez un autre prestataire. Raison pour laquelle on doit assurer cette caution qui est un peu lourde et qui représente beaucoup d'argent. Donc, ceci posé, une fois qu'on a l'ensemble de ces paramètres qui sont carrés, on va procéder au mouvement transfrontalier. C'est-à-dire qu'on va charger vos produits, on va les mettre sur un bateau et il va partir de Tunis pour aller vers Marseille. Donc là, le transporteur nous donne un mouvement transfrontalier de déchets. Ça veut dire que le produit est au départ de la Tunisie vers la France et donc il est en mouvement et on a ce document qui nous est fourni par le transporteur. Savoir aussi que dans ce cadre de transport entre la Tunisie et Marseille, c'est pas si évident de vouloir faire voyager des déchets dangereux parce que les emplacements sur les bateaux, notamment de la CTN par exemple, sont très limités. On a eu plusieurs reprises des chargements qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'emplacements sur les bateaux. Donc c'est aussi une contrainte supplémentaire que nous avons. J'ai entendu quelque chose. Je vais terminer pour me reprendre la question. Je vais terminer on a presque terminé sur les notifications et après je prendrai les questions. Voilà. Donc le bateau est lancé, le bateau il va mettre 24 à 48 heures, mais je pense 24 heures pour aller jusqu'à Marseille. Ensuite à Marseille, on a toute l'équipe de notre transporteur qui va prendre en charge ce conteneur, le même transporteur qui a été répertorié dans la notification et qui va pouvoir acheminer le conteneur jusqu'à notre partenaire qui s'appelle le Spur Environnement du groupe Veolia, situé à côté de Marseille, à Rognac. Pour information, si parmi vous des gens souhaitent visiter cette structure concernant l'incinération, tout est ouvert pour bien sûr qu'on organise des visites là-bas. On l'a déjà fait avec maintenant, je pense, 7 sociétés depuis qu'on exerce depuis 5 ans. Donc, on va délivrer donc, la marchandise. Elle sera analysée également de façon quantitative et qualitative sous 48 heures, puisque chez notre partenaire, le stock est à zéro quasiment. Ils ont un plan logistique qui est très, très méticuleux, de sorte de recevoir la production du lendemain avec stock zéro pour éviter bien sûr les incendies, puisque c'est un site Céveso. Et donc, sous 48 heures, vos produits seront incinérés. 48 heures après la réception, je veux dire, vos produits seront incinérés. Et nous recevrons, sous un délai d'une semaine, un certificat d'incinération que nous vous retournons par la suite pour que vous puissiez prouver la traçabilité de votre produit et que vous puissiez bien sûr fournir le certificat d'incinération. À noter quand même que vos déchets dangereux sont recyclés, puisque on va faire un recyclage en apport calorifique dans le four. Donc c'est une cogénération. Tout simplement, en fait, la combustion de vos produits va créer une chaleur qui va chauffer des bains d'eau. Les bains d'eau vont se transformer en vapeur. La vapeur va faire tourner des turbines. Les turbines vont faire de la création d'électricité et ainsi de suite. Et le four, bien que ses besoins en énergie soient colossaux, est autonome de par la combustion de ses produits. Donc, bon, ce ne sera pas une grande satisfaction, mais on peut dire au moins que les déchets ont créé une partie énergétique et une faible partie est revendue d'ailleurs à l'électricité de France, à EDF. Donc, c'est réinjecté dans le réseau. Voilà. Voilà pour le cheminement de vos produits. Attends, je vais prendre des questions s'il y a des questions à ce moment-là. Nous après. Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie-là? Je regarde, je vois qu'on a des questions.
Alors, on a, c'était Baxter qui nous pose une question. Alors, c'est Ouedelil, Ouedalil, Baxter Ouedelil, c'est Wani. Alors, non. Alors, vas-y, dis-le. Oui, c'est Hanen de Ouedelil Baxter. Oui, Anen. Bonjour. Alors, quelle était votre question? En fait, j'ai voulu poser la question sur la route des produits dangereux. On a eu un contact avec vous durant le mois d'août 2019 et j'ai apprécié votre intervention et votre documentation et votre travail. C'est trop réglementaire, c'est bien fait. J'ai voulu savoir sur la route comment vous avez préparé votre plan d'action en cas d'un incident qui s'est vécu sur la route. À noter que Baxter s'intéresse à son nom lors de la dégâts sur la route. Alors, merci Anen pour la question et merci pour le compliment. Merci. Ça nous fait plaisir. C'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie pour essayer d'avoir quelque chose dans la prestation qui représente quelque chose de rigoureux. Alors, c'est vrai que c'est des exigences qui peuvent paraître contraignantes pour certains, mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est vrai qu'après, ça devient un standard. Alors, comment on se prépare sur la route en cas de déversement? En fait, on se prépare avec toutes les actions qu'on a menées en amont. Parce que lorsque vos produits dangereux sont chargés dans le camion et qui sont en mouvement, on n'a pas trop de possibilités d'intervention et pas trop de possibilités de préparation. Lorsque l'ensemble des listes de colisage, l'ensemble du packaging, l'ensemble de l'analyse que vos contenants sont bien fermés lorsqu'il s'agit de déchets liquides, puisque si on parle de déversement, on parle de liquide, toute cette analyse, elle est faite en amont. Et c'est vrai qu'on est précautionneux sur ça, vous l'avez souligné, parce qu'on veut éviter ces déversements. Sur toute l'activité, on a eu 2 déversements depuis 5 ans. Il faut savoir qu'on depuis 5 ans, on a traité 111 exports, on a traité donc plus de 2200 tonnes. Et sur 2200 tonnes, on a eu 2 déversements à l'arrivée chez nous, 2 déversements pour quelques dizaines de litres à chaque fois. Donc, pour répondre à la question d'Anen, c'est que la solution pour se prémunir des déversements, c'est d'être très rigoureux en amont et de faire sa liste de colisage avec un packaging qui soit vraiment sécurisé et avec un management qui contrôle cela au sein des entreprises. Alors, on a une question qui concerne tout ce qui est piles au lithium. Donc, ça, c'est nos amis des NACL qui ont posé la question tout à l'heure. Donc, les piles au lithium suivent pour nous le même schéma, c'est-à-dire qu'on est en exportation et avec une incinération. Il y a des recherches en cours, des sociétés qui sont en train de travailler sur le fait de pouvoir recycler le lithium. Notre client final, qui s'appelle Spur Environnement, lui est en partenariat avec d'autres sociétés pour essayer justement de pouvoir traiter ces produits-là. Je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup ce genre de demande parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille surtout avec l'industrie. Dans l'industrie, il y a peu de piles au lithium, on en a quelques-unes, c'est très insignifiant. On n'a pas un retour d'expérience suffisamment solide pour pouvoir vous donner une réponse précise sur ça. Le traitement des piles au lithium est un sujet très important pour demain. C'est vrai qu'on n'a pas été encore trop confronté. Cependant, il y a des solutions avec des sociétés en France qui existent, notamment la SNAM, qui est située dans le 07. On pourra, pourquoi pas, vous donner les coordonnées par ailleurs, qui sont spécialisées dans tout ce qui est valorisation des métaux primaires que contiennent les piles et les accumulateurs. Donc, on pourrait vous donner les coordonnées pour que vous puissiez faire une recherche avec eux. Ils seront beaucoup plus précis que nous dans les réponses sur ça. Ça, c'est pour la partie pile batterie au lithium. Alors, je voudrais aussi préciser une petite chose. Certains d'entre vous le savent déjà, mais aujourd'hui, nos autorisations nous ont été accordées uniquement pour traiter des déchets issus des sociétés totalement exportatrices. Alors, c'est vrai que le ministère de l'Environnement et l'ANGED nous poussent à pouvoir traiter les déchets onshore. Nous avons des actions en cours actuellement pour qu'avec notre société actuelle, nous puissions collecter auprès de territoires tunisiens et pour tout ce qui est société assujettie. Bon, c'est en cours, on a des actions en cours. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est capable de collecter des déchets issus des sociétés tunisiennes, mais on a des actions qui permettront d'ici quelques semaines d'avoir des réponses sur ça. Soit il faudra effectivement avoir des agréments supplémentaires, ou soit on pourra, à travers la société dite de recyclage, pouvoir collecter les déchets issus des sociétés tunisiennes. Ça, c'est la deuxième question que nous avions.
Alors, est-ce que nous avons envisagé de faire une société tunisienne pour traiter les déchets? Alors, pourquoi pas dans un futur qui sera plus ou moins long. On vous avoue également qu'avec la masse de travail qu'on a en ce moment, on ne peut pas se disperser sur trop de projets en même temps. Si on veut bien faire ce que nous faisons, il faut le faire bichoya, comme on dit, et on est obligé d'avancer pas à pas. On reverra ce sujet-là peut-être au cours de l'année. Pour le moment, on a déjà beaucoup de choses à faire. Alors, on a une question également de M. Garbi, Mme Garbi, pour la combustion des déchets solides. Qu'est-ce qui se passe pour les déchets liquides? C'est-à-dire qu'on a parlé d'incinération des déchets. Alors, peut-être que je me suis mal exprimé, mais l'incinération des déchets que l'on propose, c'est une incinération à la fois pour les déchets solides et également pour les déchets liquides. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a qu'une seule et absolument une seule capacité de traitement, c'est l'incinération. Pour tous les déchets. Tout ce que vous pourrez traiter avec nous, tout sera incinéré à 100%. Merci pour la main. Voilà. Alors, comme vous savez, notre activité, c'est la fabrication des faisceaux, du câblage automobile. Donc, ma question, c'est, nous avons un processus d'injection d'une partie plastique qui a pour rôle de faire l'étanchéité du câblage. Donc, cette partie, c'est la combinaison de deux composants. Ouais. Tu les désactives au savoir. On va y arriver. Alors, donc, la partie injectée du plastique, c'est la combinaison de deux matières premières, c'est le polyode et les isocyanates. Donc, c'est le polyuréthane. Le polyuréthane, c'est comme le PVC, donc, est-ce qu'il est considéré comme un déchet dangereux ou bien on le traite comme étant un déchet plastique? Donc, vous voyez, j'ai donné beaucoup de questions à l'ANGED et à APE pour avoir une réponse. Et jusqu'à présent, donc, vraiment, je n'ai pas reçu une. Donc, est-ce que vous proposez une assistance technique pour faire le diagnostic de cette matière et pour voir, pour bien identifier ce qu'il s'agit d'un déchet dangereux ou pas? Juste à noter que le polyuréthane, lors du combustion, il y a un dégagement des gaz toxiques, bien sûr, comme le polyol, comme le cyanate et tout, donc des gaz très toxiques, voire. Donc, voilà. Donc, la réponse est contenue dans la question. Ben non, c'est juste pour voir, enfin, même le plastique, même le PVC, lors de combustion, il va dégager des gaz toxiques, Ouais, vous voyez. Et le traitement du plastique, c'est vraiment, c'est aussi simple que quand on parle d'un déchet dangereux, vous voyez. Alors, pour répondre à la question, on n'a pas vocation de supplanter les laboratoires. Nous, humblement, on va collecter les déchets, on va suivre scrupuleusement les FDS, on va suivre les pictogrammes. Des matières premières. Oui, et on va incinérer. Lorsque il y a un produit complexe, c'était un petit peu ce qu'on a vu en préambule tout à l'heure, lorsqu'il y a un produit complexe, il faut poser la question à un labo et faire une demande au labo. Donc, nous n'avons pas la compétence pour répondre à cette question. Seuls les labos habilités peuvent le faire. Et après, vous donneront une réponse sur la dangerosité de votre produit. Et après, vous pourrez, vous, en tant que producteur du déchet, selon la règle 9640, la loi 9641, un bon producteur du déchet, vous pourrez prendre toutes les mesures pour bien traiter et bien incinérer votre produit si vous le classez comme déchet dangereux. Là, c'est la question, c'est du polyol et d'isocyanates, j'imagine. Isol, PNC. Sur quelle base vous faites cette vérification? D'accord, ça c'est intéressant cette question. Alors, Amélie, elle est avec nous? Oui. Ouais. En fait, lorsqu'on reçoit vos fiches de données de sécurité, on sollicite notre partenaire incinérateur pour qu'il puisse donner une famille. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'on va livrer Spur Environnement, lui, il va donc faire son organisation pour écouler les produits sous 24 heures. Il faut savoir qu'un four, il lui faut un petit peu de tout pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc, il va mettre un petit peu de produits avec une faible combustion, un produit avec une très forte combustion. C'est un mix de l'ensemble. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on va lui livrer, il fait lui-même, notre partenaire, fait des classifications. C'est d'ailleurs ces classifications que vous retrouvez sur les contrats. On va parler de ISOL, on va parler de PNC, on va parler de AMS. Tout ça, en fait, c'est des classifications émises par notre partenaire en vue de l'incinération pour que la bonne cuisine soit faite au moment où il va vouloir mettre, par exemple,
100 tonnes de l'un, 50 tonnes de l'autre, 200 tonnes de l'un, 25 tonnes de l'autre, pour faire un ensemble cohérent au niveau du pouvoir calorifique à insérer dans le four. Voilà d'où viennent les appellations que l'on formule sur les contrats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va parler un petit peu de nous. On va vous donner un petit peu d'informations en ce qui concerne nos projets. C'est important pour vous, vous le sachiez, savoir que l'ensemble des industriels que vous êtes, vous avez toujours la problématique lors de vos audits de cette fameuse case rouge à cause des déchets dangereux. Il est important pour vous de pouvoir utiliser cette gestion de déchets dangereux comme un outil marketing pour bien montrer à l'ensemble de vos clients et à tous ceux qui voudraient le savoir que vous faites une bonne gestion des déchets, particulièrement des déchets dangereux. À un moment donné, la Tunisie, c'était un point noir puisqu'il n'y avait pas de solution pour les déchets dangereux. Donc, certaines sociétés européennes notamment n'envisageaient pas un très fort développement, en partie pour cette raison-là. Aujourd'hui, vous pouvez leur dire que c'est terminé puisque dorénavant, il y a une réelle gestion des déchets dangereux qui se fait dans des règles tout à fait strictes et maintenant reconnues à travers la société que je représente, c'est DID Recyclage. Donc, cette société, ça fait 5 années que nous travaillons sur ce domaine du déchet dangereux, en complément d'Electrocyclage, qui est une société qui fait la valorisation des déchets industriels, et également d'une autre société Ecopalette pour la partie palette. Donc, ça veut dire que nous proposons une solution de gestion globale de déchets industriels, dont il est vrai le déchet dangereux est la partie qui intéresse le plus parce que c'est là où il y a une plus grosse demande. L'entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros, un bel historique avec 111, 110 conteneurs exportés, 2200 tonnes. Je me suis surpris à compter nos collaborateurs. Donc, nous sommes 168 spécialisés dans le déchet et 28 dans le déchet dangereux. Donc, une expérience de 12 années. On a quand même maintenant un retour d'expérience suffisant pour pouvoir mener à bien la gestion de vos déchets. Bien sûr, il va de soi que l'ensemble de nos agréments sont en cours et sont orientés sur la collecte, le transport, le stockage pour les déchets dangereux, mais aussi pour les déchets non dangereux, puisque nous faisons également ensemble. La petite nouveauté, c'est que nous avons un projet de construction sur Utique, près de Bizerte, dédié aux déchets dangereux, avec un investissement de 2 millions d'euros, pour pouvoir construire un bâtiment selon les règles internationales pour la gestion des déchets dangereux. Projet qui va nous amener, je pense, jusqu'à fin 2021, début 2022, pour pouvoir en fait finaliser les travaux. Ça permettra d'avoir un bâtiment qui sera compartimenté en 7 sous-compartiments avec des murs coupe-feu pour qu'il y ait une réelle sécurité sur le site pour l'ensemble des produits qui seront acheminés jusqu'ici. Bien sûr, une démarche incendie, une démarche détection qui sera vraiment très aboutie. Donc voilà, c'est la petite nouveauté qui fera que vous serez encore plus en sécurité de nous confier vos déchets. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu la présentation jusqu'à présent, vous pourrez nous laisser dans la partie discussion vos adresses e-mail et comme ça, nous pourrons vous faire suivre l'ensemble des éléments qui ont servi comme support pour ce webinaire. Je vois Myriam qui trépigne d'impatience de reposer une question. Donc, je voudrais remercier pour cette initiative, vraiment parce que c'est un débat très important, le sujet environnement, surtout dans cette période là où l'environnement fait beaucoup de problèmes. Donc, je vous félicite, vous, Monsieur Jean Milou, et toute votre équipe pour l'effort fourni, franchement, le fait de se déplacer sur l'entreprise et de parler environnement et de débattre à des sujets très importants par rapport à l'environnement. Donc, c'est juste, oui, d'ici peut-être quelques semaines, je reçois une réponse peut-être de l'ANJET ou bien de l'ANPE par rapport à ce sujet parce que j'ai des quantités très énormes de polyuréthane et des fûts de polyol et isocyanate. Et c'est vrai que dans notre entreprise, la partie gestion déchets est très respectueuse. Donc, vraiment, on respecte très bien les conditions du stockage, etc. Mais ce sera plus important de pas éliminer, hein, mais surtout recycler. C'est ça l'idée. Donc, comment penser environnement et passer de la gestion à l'élimination au recyclage, de recycler.
On a encore beaucoup de boulot, c'est vrai. On a encore beaucoup de boulot dans les différentes étapes. On est encore qu'au début. Donc on a encore beaucoup de travail sur tout cela, donc on est encore qu'au début. On a la chance d'être dans un métier où on a encore pas mal de mois et années des nouveautés à promouvoir. Les chanceux. Bon, je voudrais prendre la parole. C'est Lamia Gharbi de la Tunisian Automotive Association. Oui, Lamia. Donc, avec plaisir, Lamia. alors, je vous ai bien entendu, entrecoupé par des communications, mais je voulais vous remercier pour cette initiative et remercier aussi Inès. Au fait, les membres de notre association et vous savez, le secteur industrie automobile a un grand souci du traitement des déchets, mais on a abordé aussi le sujet avec plusieurs bailleurs de fonds pour le traitement de déchets. Donc, est-ce que j'ai posé cette question? Est-ce que vous envisagez éventuellement, puisque vous maîtrisez cette activité, vous maîtrisez le transport, le transport et toute la logistique, mais est-ce que vous avez envisagé de traiter ces déchets, c'est-à-dire le recyclage, comme a dit Mme Bourgou, parce que c'est important, hein, vous savez, exporter les déchets, à un moment, les pays souhaitent qu'on ait notre propre solution. Voilà. Le souci, Lamia, il n'est pas compliqué, hein, c'est une histoire de gros sous, puisque un incinérateur coûte des dizaines et des dizaines de millions d'euros. À mon niveau, je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui avec la construction du nouveau site là, qui va impliquer environ un investissement de 2 millions d'euros. Pour pouvoir faire un site d'incinération, il faudrait en multiplier des dizaines et des dizaines. Donc, le premier problème, c'est l'investissement. Le deuxième problème consiste à être suffisamment capacitaire pour pouvoir alimenter ce four. Parce que ce four, s'il existait un jour, il faudrait l'alimenter. Les quantités par jour pour pouvoir le traiter sont énormes. Le besoin en électricité de départ, c'est énorme. Et si vous n'êtes pas capable d'alimenter suffisamment votre four, c'est-à-dire que vous n'avez pas de cogénération, vous devez maintenant utiliser vous-même l'électricité de la STEC. Je ne suis pas convaincu que en ce moment ce soit le bon sujet. Il n'empêche qu'en ce qui nous concerne, on n'est pas en mesure aujourd'hui de proposer des solutions plus abouties que ce que nous avons aujourd'hui pour des raisons d'investissement sur le four d'incinération. D'accord. Donc, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens et c'est une question de volume aussi, parce que si vous avez un four en Tunisie, il n'y a pas suffisamment de volume en Tunisie pour alimenter le four en déchets dangereux. Il faudrait peut-être l'envisager avec d'autres produits, mais là, ça devient encore plus compliqué. Et la Tunisie a justement, d'ailleurs, interdit l'import de déchets dangereux ou l'import de déchets quels qu'ils soient. Il faut bien savoir que la règle est très stricte. Aucun déchet ne peut rentrer en Tunisie. Donc, par conséquent, on ne pourrait même pas récupérer des déchets de Libye ou d'Algérie, par exemple, puisque ce n'est pas autorisé. Et tant mieux que ce ne le soit pas, d'ailleurs. Donc, la Tunisie ne pourra pas être autonome, je pense, sur le volume de déchets dangereux. Après, peut-être qu'il y a les volumes théoriques et les volumes pratiques. Et déjà, il faudrait déjà que toutes les sociétés soient en parfaite harmonie avec la loi 96-41. Ce serait déjà une bonne chose avant d'envisager autre chose. Merci. Je vous en prie, Lamia. Encore des questions? Juste une petite question. Il y a d'autres technologies qui sont développées maintenant dans le monde. C'est ce qu'on appelle le recyclage réversible, c'est-à-dire, par exemple, je prends toujours l'exemple de polyuréthane. Comment transformer le polyuréthane en polyol? C'est par glycolyse, c'est ce qu'on appelle le recyclage réversible. Ça va coûter moins cher que les fours d'incinération, parce que je comprends très bien pour alimenter le four et l'énergie nécessaire pour transformer le déchet. Il y a d'autres technologies qui sont déjà en marche dans l'Europe, je pense. Donc, il y a par des retours d'expérience et par des benchmarks. Donc, vraiment, il y a d'autres technologies. Donc, peut-être vous pouvez monter d'autres projets dans ce sens. C'est de trouver d'autres voies de recyclage réversible. Oui, il y a notamment un sujet qui va devenir très rapidement, dès lors que le baril de pétrole passera les $100, le sujet du traitement des plastiques, puisqu'on va pouvoir faire maintenant une génération du plastique qui va se retransformer
en kérosène. Donc ça, c'est un sujet qui va vite arriver. Bon, c'est qu'une question d'investissement, la technologie existe et on va commencer à avoir des usines d'ici 5 à 10 ans qui seront peut-être même avant 5 ans peut-être, qui seront capables de faire ce que vous dites, c'est-à-dire du traitement réversible. Et ce sera l'avenir, ça. C'est l'avenir et ce sera tant mieux. Ce sera tant mieux parce que les produits plastiques aujourd'hui qui ne trouvent pas une deuxième vie en tant que plastique, ils pourront trouver une deuxième vie en tant que kérosène, par exemple. Et je suis très curieux de voir et de mesurer dans quel délai on serait capable d'avoir ce genre de prestations. Ça va arriver, ça va venir. J'espère. Bah oui, super. Ce que je disais tout à l'heure, on est dans un métier où il y a plein de nouveautés, donc on a de la chance. On a plein de choses à faire. Exactement. Oui. Très bien. En fait, oui, c'est Hanen de Baxter. Oui, En fait, j'ai voulu poser la question, est-ce que vous êtes intéressé pour la collecte et le recyclage des produits non dangereux? C'est pas le déchet dangereux. Dans un autre volet, le produit non dangereux. Vous êtes intéressé, oui ou non? Si oui, quel est votre programme ou à quel stade êtes-vous? Car on souhaite bien travailler ensemble dans ce contexte et il sera un seul collecteur qui rassemble tous les types de déchets. Merci. Alors effectivement, Anen, vous touchez un point important puisque le fondement en fait de la prestation que propose le groupe Électrocyclage, c'est une gestion globale du déchet industriel. Et dans le mot gestion globale, il y a la partie déchets dangereux qui nous anime aujourd'hui, mais il y a aussi la partie des déchets non dangereux que nous traitons depuis 2008 maintenant. Donc la réponse est évidemment oui, nous sommes intéressés à faire une gestion globale et nous cherchons des partenaires justement pour pouvoir globaliser l'ensemble des besoins et pour pouvoir faire une coopération sur le maximum de produits possibles. Ce sera plus intéressant pour chacun. Donc il faudra qu'on refasse un audit chez vous pour pouvoir imaginer à la fois les volumes quantitativement et qualitativement. Donc, je propose qu'un rendez-vous d'audit soit mené pour qu'on puisse avancer sur ce sujet, Anna. You are welcome every time. Pardon? Vous serez le bienvenu. Merci Désolé. beaucoup. Non, je n'avais pas entendu. Désolé, Pas du tout entendu. Désolé. Okay. Ah ben, avec Okay, plaisir, merci. oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. On va Ok, venir merci. vous voir dès que possible. Très bien. Alors, si toutefois il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier Montassar pour son support sur la partie environnementale. Je pense qu'il a très bien répondu à vos questions sur la partie HSE. Et je vais remercier Inès pour l'organisation de ce webinaire, qui est un succès, qui nous permettra peut-être aussi d'en organiser de prochains, qui nous permettra aussi d'être plus à même de pouvoir bavarder sur ça et répondre à toutes vos questions qui vont mûrir dans vos têtes dans les heures qui viennent. On va refaire ce genre de webinaire parce que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, donc merci à mes équipes et puis merci à vous pour votre collaboration. Merci à toutes vos questions. Et puis n'oubliez pas que en fait, vos déchets qui vous ennuient tant, c'est la matière première qui nous anime, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Merci à tous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.